Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. L'examen du budget sera-t-il plus facile avec un Sénat de droite? Le gouvernement mise sur la nouvelle majorité pour faire aboutir ses propositions. Les sénateurs communistes accusent Michel Sapin de préférer discuter avec la droite plutôt qu'avec ceux qui ont cru à la gauche. Débat à suivre dans ce journal. La carte à 13 régions adoptée par l'Assemblée nationale aux grandes dames des sénateurs qui avaient souhaité créer 15 grands ensembles. Dans ce contexte, les auditions se poursuivent au Sénat pour préparer l'examen du texte sur les compétences de ces nouvelles entités. Décryptage dans un instant. La France face au djihadisme, des vidéos faisant l'apologie du djihad et mettant en scène des Français se multiplient. Le parquet de Paris a ouvert ce soir une enquête sur un enregistrement dans lequel 3 combattants de l'État islamique appellent les musulmans de France à rejoindre leur rang. François Hollande rejette l'idée d'une primaire à gauche après la déclaration du secrétaire d'État Thierry Mandon qui a évoqué cette hypothèse sur notre antenne. Le président de la République a profité du Conseil des ministres pour demander de la clarté et de la stabilité à son gouvernement. Samia Déchir. C'est Stéphane Le Foll qui a confirmé le recadrage présidentiel. Pas question pour l'instant d'ouvrir le débat sur une primaire à gauche. Le message relayé ce matin par le porte-parole du gouvernement s'adresse clairement à Thierry Mandon. Chacun doit être à sa place et le temps n'est pas venu d'aller discuter de ce qui pourrait se passer en 2016, en 2017. Ça dépendra d'une décision, ça a été évoqué par le président de la République lui-même, qui viendra de lui. Et ce n'est pas des spéculations qui peuvent être faites ou alimentées par les ministres. En Conseil des ministres, le président a réclamé de la clarté et de la stabilité. S'il ne ferme pas la porte, François Hollande refuse d'ouvrir maintenant le débat sur une primaire jugée indispensable par Thierry Mandon, une primaire à laquelle pourrait participer le chef de l'État. Mardi, le secrétaire d'État a été le premier membre du gouvernement à la réclamer publiquement. Elle est indispensable parce que, particulièrement en 2017, ce que vous ne réglez pas dans une primaire, vous le retrouvez au premier tour de la présidentielle. Une position partagée par l'aile gauche des socialistes, mais contredite par plusieurs membres du gouvernement pour qui François Hollande reste le candidat naturel de la gauche en 2017. L'ancien Premier ministre François Fillon ne pourra pas récupérer l'enregistrement des journalistes du Monde. Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande. Mais ce document réalisé par Gérard Davet et Fabrice Lhomme et dans lequel le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, le met en cause, pourra être diffusé en partie lors de l'audience du procès en diffamation. En bref, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation à 5 000 € d'amende de Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du Front National, qui avait dit, je cite, que les Roms, comme les oiseaux, volent naturellement. Et on ouvre à présent notre page consacrée aux travaux du Sénat avec l'arrivée en séance du projet de loi de finances. Dans une ambiance tendue, le gouvernement ayant déclaré qu'il était plus facile de débattre avec un Sénat de droite car la nouvelle majorité sénatoriale a fait part de son intention d'aller au bout de l'examen de ce texte, même si elle tentera de faire adopter des marqueurs de droite dans ses propositions. Mounir Soussi. Le retour de la droite à la Haute Assemblée fait apparemment un heureux, Michel Sapin. Dans un entretien au Monde, le ministre des Finances explique que la discussion sur le budget sera plus facile avec un Sénat à droite. La gauche n'a plus la majorité au Sénat, mais ça ne l'empêche pas de continuer à se brouiller. Qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, le gouvernement de M. Valls, donc par la voix de Michel Sapin, ministre des Finances, se féliciterait du retour au pouvoir de la droite au Sénat pour pouvoir discuter sereinement, voire amicalement, pourquoi pas, de la loi de finances. Cette loi de finances rejetée au Sénat à chaque fois par la majorité de gauche ces 3 dernières années. La présidente socialiste de la Commission des finances souligne l'urgence d'une discussion des volets recettes et dépenses dans leur intégralité pour ne pas renvoyer une copie incomplète à l'Assemblée. Et c'est important, vraiment important. Je pense que les 2 années écoulées ont mis en péril la crédibilité du Sénat tout entier. Donc il faut arrêter. La nouvelle majorité est bien décidée à imposer ses propositions. Elle conteste notamment l'inflation du nombre de postes dédiés à l'éducation nationale au détriment d'autres ministères. En matière de recettes, nous allons insister sur la fiscalité des familles et des classes moyennes et sur la fiscalité des entreprises, en particulier des PME. Et sur les économies, nous aurons des propositions à faire très concrètes, d'économies transversales. Et nous aurons à attirer l'attention sur un certain nombre de budgets qui sont insincères. Dans la ligne de mire, les inquiétudes sur le budget de la défense. Les sénateurs ont 20 jours pour rendre leur copie.
Et puis le jour où le Sénat entame l'examen du projet de loi de finances, Jean-Pierre Raffarin, le président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a exprimé ses graves interrogations sur le budget de la défense. Dans une lettre à François Hollande, l'ancien Premier ministre estime que les 31,4 milliards d'euros nécessaires à l'exécution de la loi de programmation militaire ne sont pas financés. Et on reparle de ce projet de loi de finances à la fin de ce journal avec nos invités. Au Sénat, toujours, les auditions concernant la nouvelle organisation territoriale de la République ont repris ce matin, alors que les députés ont rétabli cette nuit une carte à 13 régions, rejetant ainsi les propositions du Sénat à 15 grands ensembles. Pour en parler, Faustine Saint-Geniès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Faustine. Bonsoir Delphine. Alors les auditions, je le disais, ont repris. Est-ce que les sénateurs ont beaucoup parlé de cette carte rétablie dans la version souhaitée par le gouvernement à 13 régions? Oui, l'Assemblée revient à 13 régions. C'était la carte de juillet, c'est ce que voulait le gouvernement. L'Alsace n'est plus seule. Elle réintègre la grande région Est, Champagne-Ardenne-Lorraine, Alsace. Les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon sont de nouveau mariées. Des changements assez mal accueillis, vous vous en doutez, ici au Sénat. Chez les élus alsaciens, bien sûr. Chez la majorité sénatoriale, bien sûr. Et aussi chez certains écologistes qui, dans cette Assemblée, étaient plutôt pour une expérimentation en Alsace. Alors, ce qui peut, pour la petite histoire, ce texte n'est bien évidemment pas définitif, la carte n'est pas définitive. Il y a une commission mixte paritaire qui se réunit la semaine prochaine, 7 députés, 7 sénateurs, pour arriver à un accord sur la carte. Bref, le bras de fer entre les deux assemblées est loin d'être terminé. Et l'objectif, lui, en revanche, ne bouge pas. Il faut une carte avant la fin de l'année. Alors, on a compris pour la carte et les compétences. Où en est-on, Faustine? Les compétences, c'est ce qu'attendent avec impatience tous les élus, parce qu'il ne sert à rien de faire de grandes régions si l'on ne sait pas ce qu'on met dedans. Et beaucoup parmi les sénateurs et parmi les personnes auditionnées regrettent qu'on n'ait d'ailleurs pas commencé par les compétences avant de dessiner la carte. Le gouvernement en a voulu autrement, peu importe, les sénateurs ont commencé à travailler et au cours des auditions, on tend plutôt vers le schéma suivant. Des grandes régions avec les compétences stratégiques, développement économique, innovation, collège, lycée, éventuellement recherche d'emploi avec Pôle emploi. Au département, les solidarités sociales et territoriales avec le fameux RSA. Et puis aux intercommunalités, tout ce qui est fonction de proximité immédiate. Alors ce texte sur les compétences est un texte complexe, ça va sans dire. Il faut une remise à plat pour regarder tous les doublons, éventuellement les saupoudrages qu'il faudrait supprimer, éviter. Un texte complexe, mais un texte surtout urgent, puisque nous avons 2 grandes échéances l'année prochaine, des élections départementales en mars prochain, des élections régionales en décembre prochain, et il va sans dire qu'il est très difficile pour un candidat de mener campagne actuellement s'il ne sait pas quelles seront ses compétences. Merci beaucoup Faustine pour ces explications. Le Sénat qui posait la question du financement des transports collectifs en France à l'occasion de la séance de questions cribles. Les collectivités territoriales rencontrent des difficultés croissantes pour subventionner les infrastructures routières, notamment depuis l'abandon de l'écotaxe. Sandra Cerquera. Les dotations de l'État gelées jusqu'en 2016, alors financer les transports est de plus en plus un casse-tête pour les collectivités locales. D'autant que la demande croît plus vite que les recettes. Pour cet élu chargé des transports à la région Île-de-France, il est urgent de trouver rapidement de nouvelles sources de financement. Nous devons monter sans cesse au créneau pour obtenir de nouveaux financements pérennes du type taxe pollueur-payeur. Nous devons monter sans cesse au créneau pour obtenir de nouveaux financements pérennes du type taxe pollueur-payeur. Si ce n'est pas l'écotaxe, il en faudra probablement une autre, et le Grenelle l'avait prévu, mais aussi, par exemple, rebaisser la TVA sur les transports publics. La fin de l'écotaxe n'arrange rien. Elle devait rapporter 1 milliard d'euros au transport, une perte budgétaire pas encore compensée. L'avenir d'une centaine de projets de transport public est aujourd'hui menacé dans les collectivités locales. On ne pourra pas financer la totalité des infrastructures, c'est très clair, sans parler même des gros dossiers qui sont avancés par le gouvernement, comme le tunnel Lyon-Turin ou le canal Seine-Nord. Nous allons vers une impasse et je pense que nous allons vers un décrochage par rapport à nos partenaires européens. L'État envisage d'augmenter de 4 centimes le prix du gazole pour les poids lourds, insuffisant pour financer le manque à gagner de la suspension de l'écotaxe. Et le gouvernement n'a pas encore trouvé comment compenser cette perte. Quel avenir pour les sociétés d'autoroutes? Faut-il les renationaliser alors que la question d'un rachat des concessions autoroutières se précise? Le Sénat a décidé de mettre en place une mission d'information sur ce thème. Cécile Sixou. Vous ont interrogé sur quoi?
Ce matin, à la sortie de leur audition, les concessionnaires d'autoroutes sont peu loquaces. Il faut dire que depuis un an, ils sont dans le collimateur des autorités de contrôle. Épinglés par la Cour des comptes en 2013 pour avoir fixé des prix trop élevés au péage, ils l'ont été de nouveau en septembre par un avis de l'autorité de la concurrence qui dénonce leurs gains exceptionnels. Deux rapports accablants, désormais, ils sont dans le viseur des parlementaires. La parole est à notre collègue Philippe Kaltenbach. La semaine dernière, Philippe Kaltenbach a interpellé le gouvernement. Monsieur le ministre, vous le voyez, cette exception au principe de la gratuité des autoroutes profite désormais à des sociétés privées à la rentabilité maximale. Est-ce acceptable ? À l'Assemblée nationale, une mission d'information a été créée. Elle a rendu hier ses premières conclusions et propose de résilier les contrats entre l'État et les concessionnaires avant la fin de l'année. Au Sénat, le groupe de travail a débuté ses travaux ce matin. Il a été créé il y a un mois, après l'audition du président de l'autorité de la concurrence, Bruno Lasserre. Si nous sommes constitués en groupe de travail, c'est tout simplement parce que l'émotion a été très forte sur la vie de la concurrence. On sent bien les concessionnaires très agacés par cette situation. Nous, dans notre rôle de parlementaire, nous avons à, comme je vous l'ai dit, éclairer la situation. Éclairer la situation, les sénateurs devraient, au terme de leurs auditions, formuler de nouvelles propositions au gouvernement. Et on a posé la question aux internautes de notre partenaire l'Obs. Faut-il renationaliser les autoroutes? Les internautes ont répondu oui à 81%, non à 14%. Ne se prononce pas 5% sur 297 votants. Nous vous en parlions la semaine dernière. Le rapport des sénateurs Esther Benbassa et Jean-René Lecerf sur les discriminations a été rendu public aujourd'hui. Ce rapport n'avait pas fait l'unanimité au sein de la commission des lois du Sénat. En cause de nombreux sujets polémiques comme l'enseignement du fait religieux à l'école ou encore le développement des carrés musulmans. Mais pour le sénateur UMP du Nord, il espère bien avant tout que ces propositions amorceront le débat. On l'écoute au micro de Jonathan Tessy. Ce que nous voulons, c'est effectivement faire en sorte que les problèmes que nous avons posés, encore une fois, problème de la reconnaissance légale des carrés confessionnels, problème de l'apprentissage du fait religieux, problème éventuellement d'une action commune contre les discriminations, et bien que tout cela fasse l'objet d'une réflexion, qui soit une réflexion de la part des parlementaires et de la part de nos concitoyens, parce qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment que les discriminations, loin de régresser, ont plutôt tendance effectivement à proliférer et qu'on ne peut pas toujours se cacher derrière son petit doigt. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat consacré ce soir à l'examen du projet de loi de finances au Sénat avec nos invités. Éric Doligé, bonsoir, sénateur UMP du Loiret. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Claude Raynal, sénateur socialiste de la Haute-Garonne. Bonsoir, merci d'être notre invité. Claude Raynal, on a vu que les propos de ministre Michel Sapin dans Le Monde, estimant qu'il était plus facile de travailler avec un Sénat de droite pour faire passer son budget, ont quelque peu irrité les sénateurs communistes. Est-ce que ces propos vous ont choqué également ? Non, mais je pense que c'est une réduction de son propos réel. La réalité, c'est qu'il a voulu dire que le projet de loi serait examiné dans son entier et permettait d'avoir un débat complet sur ce budget. Je crois qu'il ne faut pas y mettre plus d'importance que cela. Éric Doligé, effectivement, la droite espère aller jusqu'au bout de l'examen de ce texte, mais ses marges de manœuvre seront néanmoins réduites. Alors, sur quel point comptez-vous pour imposer ce que vous appelez des marqueurs politiques ? D'abord, on voit que la majorité avait du mal avec la majorité et qu'elle aura peut-être un peu moins de mal avec l'opposition, puisqu'on a vraiment très envie d'aller jusqu'au bout de la discussion. Donc, des dépenses, bien sûr, comme des recettes. Alors, on a commencé par les recettes, puis on va attaquer les dépenses la semaine prochaine. Il y a effectivement un certain nombre de marqueurs politiques qui peuvent montrer qu'on est en capacité de faire des économies importantes, et donc d'améliorer le budget. On va le faire en proposant par exemple 3 jours de carence, qui est quelque chose d'important, de retravailler sur l'aide médicale d'État par exemple, et un certain nombre de sujets qui
qui nous paraissent des vrais marqueurs politiques et des vraies différences entre la philosophie de la gauche et la philosophie de la droite, et que des économies sont vraiment possibles. Alors Claude Raynal, effectivement, sur ces deux thèmes dont vient de parler Éric Doligé, à la fois revenir sur les jours de carence dans la fonction publique et aussi cette question de l'aide médicale d'État, la droite considère que ça favoriserait l'immigration illégale. Qu'en pensez-vous? Écoutez, on aura un débat dans l'hémicycle sur ce thème. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que les propositions jusqu'à présent que nous connaissons dans toutes les matières ne sont pas de nature, en tout cas, à répondre à la question qui est posée. Par exemple, François Fillon évoque non pas 50 milliards d'économies, mais entre 100 et 130 milliards d'économies. On sent bien que les réponses qui sont apportées aujourd'hui au Sénat par la majorité sénatoriale ne sont pas à la mesure de ces enjeux-là. On se souvient que pour l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, on avait dit que les propositions de la droite étaient relevées de la posture. Éric Doligé. Non, c'est pas du tout de la posture. Écoutez, le budget, il est fait par la gauche, il n'est pas fait par la droite. Et donc, nous sommes obligés de travailler sur un document qui existe et on n'a pas la capacité, dans un délai aussi court, de refaire un budget. Donc, on marque un certain nombre de points sur lesquels on peut faire des améliorations. Mais par exemple, François Fillon, si l'on parle de lui, mais c'est vrai pour d'autres hommes politiques, disent par exemple qu'ils reviendront sur les 35 heures. Mais quand on parle des jours de carence, c'est important parce que je l'ai remarqué, il suffit de regarder dans certaines collectivités, en tout cas on l'avait vu dans la mienne, lorsque le jour de carence, il y avait un jour, avait été remis en place, j'ai constaté qu'il y avait une forte baisse de l'absentéisme et qu'on avait fait des économies assez considérables dans la collectivité. Puis quand le jour de carence a été à nouveau payé, eh bien il y a eu une remontée tout à fait classique de l'absentéisme qui a un certain coût. Donc des économies, on peut en faire. Un autre sur les normes, une économie considérable sur les normes. Cette année, la Commission nationale d'évaluation des normes a dit clairement que les normes qui avaient été mises en place en 2013 avaient coûté 1,2 milliard. Je suppose que celles de 2014 ont coûté 1,2 milliard aussi, au moins. Donc 1,2 milliard plus 1,2 milliard, c'est 2 milliards, etc. Donc on vit dans une société très normalisée qui coûte très cher. Donc simplifions et on va faire des économies. Sur cette question des normes, Claude Raynal, on imagine qu'on peut trouver peut-être un terrain d'entente, un consensus entre droite et gauche. Vous le sentez. C'est un sujet sur lequel on peut trouver effectivement des consensus, ne fût-ce que par exemple en matière d'équipement sportif. Les fédérations sportives très souvent créent elles-mêmes des normes nouvelles qui ensuite sont très coûteuses pour les collectivités. Sur des sujets de cette nature, on peut trouver évidemment des proximités. Par contre, sur les jours de carence, il est évident qu'on ne peut pas traiter les sujets comme cela. On ne peut pas dire d'un coup, on va dire parce que dans le privé, il y a 3 jours de carence, dans le public, il faut 3 jours de carence. Ce n'est pas ainsi que l'on peut regarder les choses. La majorité sénatoriale parle également d'une remise en cause du glissement vieillesse-technicité, c'est-à-dire de le réduire dans les années qui viennent. Donc on ne peut pas sans arrêt charger la barque. Quand on compare les régimes, il faut les regarder sur l'ensemble des sujets et pas point par point. En revanche, il y a peut-être un terrain d'entente sur cette question de la baisse des dotations aux collectivités. On sait qu'on en parle beaucoup actuellement. Alors les sénateurs UMP veulent atténuer de 1,2 milliard cette baisse aux collectivités locales et ils prévoient de relever à la fois le plafond du quotient familial et de raboter la baisse d'impôts sur les bas revenus. Alors c'est des propositions qui vont être effectivement présentées. Éric Doligé, que pouvez-vous nous en dire? Bien sûr, ce sont des propositions qui vont être présentées parce que l'on pense là aussi que ce sont des grandes différences politiques importantes sur lesquelles il faut qu'on puisse se prononcer à droite comme à gauche et qu'on puisse montrer nos différences. Donc nous pensons que dans les domaines que vous avez cités, il y a des améliorations très sensibles qui peuvent apporter des recettes ou des moindres dépenses pour l'État. Alors, vous avez parlé des collectivités, par exemple. L'État va prélever 3,7 milliards, je crois, cette année, sur l'ensemble des collectivités, ce qui va avoir une répercussion considérable sur l'investissement, parce qu'on sait bien que c'est l'investissement qui va en souffrir, et l'investissement des collectivités, c'est principalement le routier, le bâtiment, etc. Donc, tout un pan de l'économie qui souffre déjà, qui va souffrir encore plus. Donc, nous disons d'accord pour faire un effort, ramener l'effort à 2,5 milliards, mais ne nous taxez pas d'1,2 milliard qui correspondent aux normes et que nous avons déjà, pour lesquelles nous avons déjà participé. Donc supprimer
les coûts que nous supportons déjà, mais OK pour faire des efforts, parce qu'il faut que tout le monde participe aux efforts pour redresser l'économie et notre pays. Vous êtes d'accord avec ces propositions concernant la baisse des dotations? Vous-même, je vous ai écouté tout à l'heure dans l'hémicycle, avez fait une autre proposition pour lisser sur une année supplémentaire cette baisse des dotations. Vous parlez d'une marge de manœuvre utile aux élus, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous ne remettons pas en cause le fait que les collectivités doivent participer en proportion du budget à cet effort d'économie. Sinon, on remet tout en cause en permanence et on ne fait jamais ces économies. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Sur le montant total, eh bien, écoutez, les 11 milliards, nous acceptons également, bien qu'il nous en coûte. Ce montant de 11 milliards. Mais en même temps, nous demandons simplement à ce qu'effectivement, on puisse peut-être le lisser sur une année de plus, ce qui permettrait de faciliter la mise en œuvre, parce que nous avons beaucoup de dépenses qui sont extrêmement rigides dans le budget des collectivités territoriales, en particulier du bloc communal. Et d'autre part, nous aurons aussi un impact du fait de la loi NOTRe et du fait que les départements et régions vont être cantonnés sur leurs propres compétences et viendront moins en appui du bloc communal sur les recettes d'investissement. Donc l'ensemble de tout ça peut avoir un effet que l'on constatera effectivement dans les années qui viennent et qui peut-être nécessitera à ce moment-là un ajustement. Est-ce que la droite va voter cet amendement ? La droite va faire des propositions, bien sûr, va voter. Je pense que c'est plutôt la gauche qui va avoir des problèmes, c'est pas tellement la droite, puisque la droite va faire un certain nombre de propositions, va voter déjà en première lecture un texte sur les recettes dans les moments, enfin dans les heures qui viennent, ou dimanche soir, et je pense que la gauche ne va pas le voter. Nous, on va voter le texte que nous a remis le gouvernement, qu'on a amélioré en commission des finances, et on va voter le texte pour pouvoir aller en lecture de la deuxième partie. Je pense que la gauche va voter contre le texte que nous aurons amendé. Et puis après, nous verrons bien pour la deuxième partie. Mais la deuxième partie, vous avez tous les budgets comme la défense, qui est un vrai problème, et c'est pour ça qu'on veut voter la première partie. C'est pour pouvoir discuter, par exemple, de la défense et de la situation dramatique de nos armées. Alors on va y venir dans un instant. Est-ce que vous pensez, Claude Raynal, qu'on va se retrouver au Sénat dans une situation similaire à ce qui s'est passé pour le budget de la sécurité sociale, où la gauche finalement va voter contre un texte amendé, trop amendé à son goût par la droite? S'il est amendé tel que nous l'avons vu par le rapport des conseillers spéciaux et du rapporteur général, il y a peu de chances effectivement que l'on vote un texte ainsi amendé, tant les choses d'ailleurs sont décrites. Souvent d'ailleurs, un des sénateurs l'a dit en commission de finances, c'est un peu des amendements d'appel, d'une certaine façon, mais extrêmement excessifs, et effectivement, nous ne pourrons pas les suivre. Pourtant, on a cru comprendre que dans cette nouvelle commission des finances, dont la présidence a été confiée à la gauche, il y avait une bonne entente entre la nouvelle présidente, Michèle André, et le rapporteur général du budget, Albéric de Montgolfier. Non, mais entre une bonne entente et puis la réalité des votes, il y a quand même une différence. Heureusement, au Sénat, on a au moins la capacité de s'entendre et de travailler ensemble. Après, il y a bien sûr des grandes divergences. Mais ce qui va être quand même intéressant, c'est de voir que la gauche a eu la majorité au Sénat pendant 3 ans, elle n'a pas voté de budget, et que maintenant que la droite a la majorité, le budget va être voté, que la gauche ne va pas le voter. Ça veut dire que pendant 6 ans, au Sénat, qu'elle soit majoritaire ou dans l'opposition, la gauche ne va pas voter de budget. Claude Raynal, vous venez d'être élu, donc vous n'avez pas connu cette période. Non, d'ailleurs, je ne le regrette pas d'une certaine façon. Ouais. Je préfère être dans une commission des finances qui effectivement aborde l'ensemble des sujets du budget. À la fois première partie et deuxième partie. Justement, Éric Doligé a soulevé un autre point en ce qui concerne le budget de la défense. On sait que Jean-Pierre Raffarin, le président de la commission des affaires étrangères, a alerté François Hollande sur ses inquiétudes concernant le non-respect des engagements, et notamment en ce qui concerne la loi de programmation militaire. Alors là, est-ce que vous aussi, vous pouvez peut-être rejoindre la droite sur ces inquiétudes? Non, parce qu'il n'y a pas lieu d'avoir des inquiétudes. Tout à l'heure encore, Christian Eckert, à l'Assemblée, nous le reprécisait. Dans les années passées, chaque fois ou chaque année, il y a ce débat sur est-ce qu'on va suivre la loi de programmation militaire. Jusqu'à présent, elle a été intégralement suivie. Ça, c'est de nature à vous rassurer, Éric Doligé, les propos non, pas du secrétaire d'État. C'est quand même la première fois, jusqu'à maintenant, malgré
les compressions, enfin les efforts particuliers qui ont été demandés à la Grande Muette, tel qu'on l'appelle, ont voté le budget pour bien montrer que quand même on essayait d'apporter des moyens financiers à l'armée pour pouvoir fonctionner. C'est la première fois qu'on ne va pas voter ce budget parce qu'il y a eu un engagement très précis du président de la République d'apporter 31,4 milliards d'euros. On sait qu'il en manque 2 à 4 actuellement et on est certain qu'ils n'arriveront pas, sauf s'il n'y a pas des décisions importantes qui sont prises très prochainement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois de juin, nos armées vont avoir des difficultés considérables à fonctionner. Et pour tous ceux qui sont allés sur le territoire, et les militaires le disent, et les militaires ne sont plus si muets que cela, les militaires le disent, ils n'ont plus les moyens de fonctionnement sur le terrain. Donc c'est dramatique. Nos hommes ne sont plus en conditions de sécurité quand ils vont sur les territoires sur lesquels ils interviennent et ils n'ont plus du matériel qui fonctionne dans des bonnes conditions et qu'on arrive à soutenir. Donc nous, on est très inquiets et on est persuadés, si rien ne se passe, et je remercie Jean-Pierre Raffarin d'avoir alerté le président de la République, si rien ne se passe, il va y avoir un problème majeur au mois de juin pour les armées françaises et vous verrez les militaires qui vont déposer leur képi comme les gendarmes l'avaient fait il y a quelques années. C'est vrai, Claude Raynal, que les opérations extérieures de la France explosent. Il y a beaucoup d'interventions à l'étranger, donc qu'est-ce que vous répondez à Éric Doligé? Je crois qu'Éric Doligé et la majorité sénatoriale exagèrent ce point de vue. Je pense qu'il y a encore une fois une loi qui sera respectée. Et ce qui m'inquiète un peu plus, ou ce qui m'étonne un peu plus, c'est que finalement, au fil des sujets que nous aborderons, lorsque nous aborderons l'aspect dépenses de ce budget, nous allons nous rendre compte que la majorité sénatoriale va plutôt demander des renforcements budgétaires plutôt que des diminutions budgétaires. Est-ce qu'à la fin, d'ailleurs, nous aurons réellement une proposition de diminution budgétaire? On peut être amené à en douter. Autre point sur lequel je voudrais revenir, Éric Doligé, il s'agit des crédits concernant le recrutement des enseignants de l'école, là aussi, que compte faire la droite? Alors d'abord, pour faire plaisir à mon collègue, je peux lui dire que nous proposerons un budget sur lequel il y aura au moins 1 milliard d'économies en plus que ce que l'État a proposé en faisant un certain nombre de propositions, dont effectivement la problématique des enseignants au niveau des établissements. Nous pensons qu'un travail peut être fait et permet de faire un certain nombre d'économies. On a une situation qui est une mauvaise répartition, un mauvais équilibre au niveau national, mais que des économies peuvent être faites et il y en a qui seront proposées par la droite au niveau de l'ensemble de l'éducation nationale pour faire des économies. Donc il n'y a pas de problème majeur, c'est un problème d'organisation, c'est un problème d'analyse, c'est un problème de meilleure répartition sur le territoire national. Nous savons qu'à certains endroits, eh bien, il y a des capacités pour dégager des postes que l'on peut remettre à droite, ailleurs, pardon. Est-ce que vous avez le sentiment que la droite s'attaque à l'éducation nationale, peut-être, Claude Raynal? En tout cas, c'est assez traditionnel, on va dire. C'est un débat qui oppose traditionnellement la droite et la gauche. J'ai toujours l'impression qu'on peut faire mieux avec moins, alors qu'on a une population en croissance, que l'on a une natalité extrêmement forte dans ce pays et qu'on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes donc à instruire. Et donc, c'est un vieux débat qui nous oppose là-dessus. Moi, je retiendrai surtout ce que nous a dit Éric Doligé à l'instant, c'est-à-dire qu'après à peine un tout petit milliard d'économies sur la loi sur la sécurité sociale, on nous dit ce soir, et on apprend dès ce soir, que nous sommes de grandeur de 1 milliard également pour l'ensemble du budget de l'État. Donc 1 plus 1, chez moi, ça fait 2. Encore une fois, certains grands leaders nous disent en permanence, il faut trouver, et nous trouverons 50 milliards d'euros. Nous sommes bien loin du compte. C'est insignifiant, ces 2 milliards que la droite veut dégager, non? Non, mais on n'a pas le pouvoir, je pense. Je me permets quand même de le dire à nouveau, et qu'on nous a amené une matrice. La matrice, c'est le budget que nous a amené l'État, et on ne peut pas le bouleverser comme cela, parce que ça mériterait de remettre en cause les 35 heures, un certain nombre de sujets, qui bien évidemment peuvent permettre de faire des économies importantes. On n'a pas la capacité de le faire. Donc on montre simplement les points sur lesquels on est en capacité de faire des économies, et vous verrez que les 100 milliards, on arrivera à les faire sans difficulté. Merci Claude le jour où la gauche nous donnera le pouvoir. Éric Doligé, c'est la fin de cette édition. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce journal. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée à tous.